Bonsoir à tous et bienvenue à l'Université permanente, deuxième saison. Après avoir exploré et traversé l'œuvre d'Aragon l'année dernière, nous allons vous emmener par un autre chemin cette année, à savoir celui de la littérature écrite par des femmes en langue française. D'un petit peu toutes les époques, mais nous n'allons pas commencer bien loin pour cette première séance, puisque nous recevons Bruno Blanquemann qui vient nous parler de Marguerite Duras. Bruno Blanquemann est professeur de littérature française à Paris 3, autrement appelé Sorbonne Nouvelle. Et il est spécialiste de littérature française du XXe et même XXIe siècle. Il a dirigé d'ailleurs un ouvrage sur Marguerite Duras il y a quelques années, intitulé Lire Marguerite Duras, sur le ravissement de l'Olvestein, le vice-consul et India Song. Je signale juste que dans quelques jours sort son prochain essai sur Patrick Modiano aux éditions du Passage. Et je lui laisse la parole pour 1 heure de Marguerite Duras. Bien, je vous remercie de cette présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va essayer de faire naître, s'épanouir, vivre, décliner et mourir Marguerite Duras en 1 heure. C'est une sorte de gageure que je vous propose, tant son œuvre est vaste et se prête à des lectures, des appréciations différentes. C'est une personnalité éminente du monde des arts et des lettres du XXe siècle, mais c'est une personnalité qui n'a jamais, en quelque sorte, fait le consensus. Et c'est peut-être le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre depuis un siècle qui n'est plus le sien, que de dire que son œuvre est encore vivante parce qu'elle suscite ou bien des passions de lecture ou bien des détestations face à ce que l'on a pu appeler parfois l'affaîtrie, c'est-à-dire la trop grande distinction ou la trop grande élaboration de son écriture. Alors, Marguerite Duras, ce qui nous importe peut-être de nous poser comme question, c'est finalement à quoi son nom et à quoi son œuvre renvoie-t-elle par rapport à un siècle qu'elle a traversé de toutes parts quasiment. Elle est née en 1914, elle est morte en 1996, et à quel type aussi de littérature, quelle image ou quelle imagerie de la littérature française du siècle passé, celui qu'on a pu appeler le siècle de la modernité triomphante, qu'est-ce que son œuvre et qu'est-ce que sa personnalité nous disent de ce siècle, et à la fois des très grands bonds en avant, à tout point de vue, que ce siècle a offert, mais aussi des immenses temps de recul, des immenses séquences de barbarie que ce même XXe siècle, via les grandes guerres mondiales, a pu aussi signifier. Et on verra que la question du rapport à la Seconde Guerre mondiale, à la résistance, c'est un des éléments qui définit à la fois la vie et une partie de l'œuvre de Duras. Alors, c'est ce que je vous propose finalement, essayer en quelque sorte de s'intéresser à une personnalité et une écriture qui sont en permanence traversées par l'histoire. L'histoire avec sa grande hache, comme le disait, l'écrivait Georges Perec dans W ou le souvenir d'enfance. Alors, ce par quoi peut-être on peut commencer, c'est sur ce qui fut l'enfance, l'adolescence d'une écrivaine française, mais française
nom de France, française des colonies françaises nées en Indochine. C'est peut-être quelque chose de déterminant et dans sa vie et dans son œuvre que cette histoire familiale qui est une histoire de la colonisation, puisque ses parents étaient l'un et l'autre enseignants et en tant que tels ont été mutés à leur demande, mais c'était une demande qui était suscitée par des attraits, on va dire un petit peu suspects. On faisait miroiter à certains instituteurs le fait qu'ils pouvaient aller connaître une nouvelle vie, à la fois d'éducateurs et d'individus ailleurs, en l'occurrence dans cet agglomérat de pays colonisés par la France qu'on appelait l'Indochine. Alors Duras y naît, Duras naît donc au Vietnam, et c'est une expérience qui va la marquer à l'envers de ce que l'on peut penser. Ce que raconte Duras de la vie des colons français, c'est en quelque sorte non pas plus incorrect que ce que l'on pourrait dire de la vie des peuples colonisés de cette époque-là, mais c'est montrer comment il va y avoir en Indochine des Français de la métropole qui vont arriver avec un idéal qui était celui de transmettre les valeurs d'un pays lointain, la France, par leur métier d'éducateur, mais comment ces personnes-là se retrouvent elles-mêmes prises dans un piège qui est celui des illusions perdues, qui est celui de la paupérisation et qui est celui, en quelque sorte, d'une misère blanche parallèle à ce qu'on pourrait appeler la misère jaune, celle des colonisés auxquels ils étaient censés transmettre la bonne parole, la belle éducation républicaine. Il ne faut jamais oublier que c'est la République, la troisième de ce nom, en l'occurrence, qui a occupé avec beaucoup, non seulement d'insistance, mais ce qui était alors un sentiment de très forte légitimité, des pays lointains dans lesquels, rétrospectivement bien sûr, on a compris que le nôtre et ceux de la vieille Europe n'avaient pas grand-chose à faire. En l'occurrence, ce qui se passe dans cette histoire familiale, j'y insiste parce que ça va être un des foyers de l'écriture et des récits de Duras. C'est cette idée d'un piège, cette idée de la colonie qui n'est pas simplement une aliénation des peuples indigènes, mais un piège pour les petits colons paupérisés qui s'y retrouvent mutés. En l'occurrence, la mère de Marguerite Duras, qui va devenir un des personnages récurrents de son œuvre, et qui est directrice d'école dans la brousse, cette mère se retrouve être la victime de promesses qui lui ont été faites. On lui a fait croire que elle pouvait être maîtresse
pourvu qu'elle les paye en conséquence, de terrains cultivables au bord du Pacifique. Et ces terres se sont révélées être non pas cultivables, mais inondables à chaque saison. Et la manière dont cette femme a réagi était une marque à la fois de détresse et de dérision, puisque, avec plusieurs dizaines de boys, d'indigènes, elle a essayé de dresser régulièrement des barrages contre le Pacifique. Barrages contre le Pacifique, c'est aussi l'ouvrage qui fait connaître en 1950 Marguerite Duras à un grand public. 1950, c'est avant, très peu de temps avant les guerres dites de décolonisation, et ce livre magnifique, à la fois de détresse et de colère, par laquelle Duras s'impose dans le paysage littéraire, c'est un livre qui parle de cela, qui parle non seulement de la colonisation, mais d'un drame qui se joue à l'intérieur de cette situation historique, qui est celui qu'elle a vécu, enfant, une mère gagnée peu à peu par la folie. Alors, non pas une folie furieuse, plutôt une folie douce, mais qui en fait une femme brisée et qui, dans les textes de Duras, va devenir une sorte d'allégorie tragique et en même temps d'allégorie de la colère politique par rapport à sa fille qui écrit cette histoire. Quand je parle d'écriture de la colère, c'est une écriture à long terme. La première version de cette histoire, c'est donc Barrage contre le Pacifique en 1950. La deuxième version de cette histoire, non plus un roman, mais une pièce de théâtre, c'est à la fin des années 1970, une pièce de théâtre créée par les Renaud Barrault, alors au théâtre d'Orsay, Éden Cinéma, dans lesquels on retrouve tous les personnages de Barrage contre le Pacifique, mais 27 ans plus tard, avec une sorte de ressassement de cette situation tragique, de cette situation d'injustice, de cette double situation d'injustice, la colonisation d'un côté et l'exploitation des petits colons blancs de l'autre, comme une sorte de guerre dans la guerre. En l'occurrence, à partir de 1977, c'est devenu une guerre de la mémoire. Réécrire ce texte pour Duras, c'est s'opposer au silence de l'histoire. Le silence de l'histoire, c'est quand une situation que l'on éprouve comme déterminante devient un événement historique parmi d'autres qui est en quelque sorte neutralisé par son statut de connaissance que l'on va transmettre. Là où Duras, elle, essaie de nouveau de transmettre en quelque sorte une violence à vif, un traumatisme différé dans le temps de ce qui est pour elle une sorte de tragédie collective et doublement collective, en même temps qu'intime. Et elle ne s'arrête pas là. En 1984, elle publie, alors, le livre sans doute qui est le plus populaire, le plus traduit, le plus connu, le plus commenté, peut-être aussi le moins bien lu d'elle, L'Amant, où
elle obtient une consécration avec le prix Goncourt, un prix Goncourt qui a été fait à l'origine pour reconnaître les jeunes auteurs et qui est attribué à une auteure encore très productive, mais qui a 70 ans et qui a raté ce même prix Goncourt en 1950 pour Barrage contre le Pacifique. Sans doute parce qu'on ne pouvait pas, en 1950, attribuer un prix officiel à quelqu'un qui mettait en scène une histoire à vif. Tellement à vif, cette histoire, que quelques années plus tard, c'était des guerres de décolonisation qui allaient l'incarner, et non pas simplement des livres. Alors, dans L'Amant, prix Goncourt 1984, on retrouve aussi cette même histoire d'une jeunesse en quelque sorte vécue dans le trouble, dans la transmission par la mère d'une colère et d'une misère qu'elle impose malgré elle à ses enfants, avec, bien sûr, tout ce que cela suppose aussi pour un écrivain comme Duras, qui n'est pas un écrivain de la bienséance, qui ne va pas jouer la corde sensible sous prétexte qu'elle aborde des événements tragiques, mais qui va montrer comment les victimes de la tragédie ne peuvent s'en sortir qu'en devenant en quelque sorte eux-mêmes des sortes de petits bourreaux. C'est véritablement l'image qu'elle montre dans L'Amant de la figure maternelle et plus encore d'une autre figure familiale qui est la figure substitutive du père, celle du frère aîné, violent, hargneux, alcoolique et tyrannisant en quelque sorte la petite sœur et le petit frère, avec dans L'Amant, et c'est ce qui fait de ce livre aussi un récit d'une grande violence, contenue, traduite par une écriture qui la diffère, qui la stylise parfois, mais qui en même temps la réactive plusieurs décennies après les événements dont elle s'inspire. C'est ce qui fait de ce livre une sorte de piège. Comment Duras, adolescente, a-t-elle été en quelque sorte prise au piège d'une famille qui a joué de ses découvertes d'adolescence, à commencer par le pouvoir de séduction, à continuer par la sexualité, pour en faire une sorte, non pas de marionnette, mais de jeunes personnes qui tiendraient le salut de sa famille par sa capacité à se vendre, à vendre son corps, symboliquement, sans argent en retour, mais en devenant la maîtresse, la jeune maîtresse d'un riche héritier anamite. C'est-à-dire que ce qui est aussi au cœur de L'Amant, c'est finalement un renversement de situation historique, mais un renversement de situation qui ne profite à personne, ni aux victimes, ni, entre guillemets, aux bourreaux. Le jeune héritier anamite, issu donc du peuple alors colonisé, est riche. Sa famille est puissante.
la famille de Duras, la jeune fille elle-même, est pauvre, mais elle est de la race des colons. Elle est blanche. Il y a donc, si vous voulez, dans ce livre, ce qui n'était pas véritablement développé dans Barrage contre le Pacifique, et ce qui va l'être dans L'Amant, cette espèce de regard sur l'histoire avec sa grande hache, où finalement, chacun tenant l'autre par un pouvoir, je vais essayer de respecter ce micro qui n'a rien fait, qui n'y est pour rien dans cette histoire. Donc, chacun étant en quelque sorte la victime et en même temps le coupable par sa naissance d'une situation qui est une situation piégeant tout le monde, il est comme une sorte de regard tragique, au sens fort du terme, c'est-à-dire une impasse, une situation qui échappe à la capacité de résolution humaine dans cette situation. Alors, Marguerite Duras ne s'en tiendra pas là non plus, à cette première version de L'Amant, qui fait elle-même écho à Barrage contre le Pacifique, puisque quelques années avant sa disparition, elle écrira une nouvelle version de cette même histoire, qui s'intitule cette fois-ci « L'amant de la Chine du Nord », en 1993, qui est un livre écrit sur les décombres d'un film qu'elle avait pensé réaliser autour de cette même histoire, mais qu'elle n'est pas parvenue à faire. Donc, j'y insiste, pourquoi? Parce que ça, me semble-t-il, c'est un des éléments structurants, non seulement de l'œuvre, mais aussi du rapport à l'histoire dans sa violence qui traverse l'œuvre de Duras. Alors, seconde série de remarques que l'on peut faire aussi, c'est, pour continuer dans cette présentation, c'est Duras en tant que figure historique mineure dans les faits, majeure dans les récits ou dans la transposition littéraire des faits vécus, des faits historiques elles-mêmes. Je fais référence à la Seconde Guerre mondiale et à l'attitude ou aux attitudes qui furent les siennes pendant cette guerre. Duras s'installe en France en 1933 pour y mener ses études, et lorsqu'éclate la Seconde Guerre, l'année même, elle épouse un intellectuel qui s'appelle Robert Antelme. Et l'un et l'autre sont proches du Parti communiste, auquel ils vont adhérer en 1944 et duquel ils vont se faire éjecter, pour Duras à la fin des années 40, après-guerre, parce qu'elle avait, on va dire, pudiquement, un esprit trop libre pour un parti qui, à l'époque, était sous obédience stalinienne. Quoi qu'il en soit, ce sont, pendant la guerre, des intellectuels de gauche et de gauche radicale, et forcément, lorsque la question de la résistance à l'occupant allemand se pose en termes nationaux en France, bon, et comme vous le savez, elle ne se pose pas immédiatement,
elle se pose vers la fin de l'année 42 et le début de l'année 43. Donc, en 43, Duras et Robert Antelme et d'autres proches d'eux sont proches et appartiennent à un réseau de résistants. Robert Antelme est arrêté. Duras, à quelques minutes près, échappe à cette arrestation et à la déportation d'Achau, Buchenwald pour Robert Antelme. Et elle va, pendant cette époque-là, jouer en tant que résistante de l'intérieur, entre guillemets, une sorte de rôle d'appât. C'est un écrivain en devenir, mais c'est aussi une jeune femme et une femme très belle. Elle va donc jouer les appâts auprès d'un collaborateur auprès duquel elle va obtenir un certain nombre de renseignements qu'elle va faire circuler dans la résistance. Alors, l'anecdote historique, vous la connaissez peut-être, c'est que dans ce même réseau, il est un monsieur qui s'appelle Jacques Morland, de son nom de résistance, et derrière lequel se cache François Mitterrand. Alors, ça explique aussi pour quelles raisons, à la fin de sa vie, Marguerite Duras deviendra en quelque sorte une des grandes égéries de la France mitterrandienne. Elle conservera pour François Mitterrand une sorte d'amitié très très forte, liée de cette période de la Résistance. Et quand on regarde rétrospectivement cette histoire, je parle de la fin du XXe siècle, on se dit que les présidents à cette époque-là avaient des égéries dont on n'avait pas à rougir. Il y avait Duras d'un côté, il y avait Barbara de l'autre. Finalement, on pouvait être fier de soi en tant que nation, en tant que peuple. C'était une incise. Mais voilà. Alors, Duras va commencer véritablement à être publié. Alors, pendant les dernières années de guerre, mais pour des romans qui sont des romans en quelque sorte d'apprentissage, c'est-à-dire des romans comme La vie tranquille, dans lesquels elle s'inscrit de très près dans une certaine tradition, qui est une tradition du roman psychologique à la française, dont le grand modèle à l'époque est Mauriac. Il y a quelque chose de très mauriacien dans les premiers romans de Duras, et véritablement son grand livre de naissance en tant qu'écrivaine, par sa singularité, c'est Barrage contre le Pacifique. Alors, pendant très longtemps, pendant une bonne décennie, elle va alterner les livres à succès et les livres confidentiels. Le Barrage contre le Pacifique, véritablement, c'est le livre qui la lance. Après, elle publie dans les années 50 aussi des récits extrêmement élaborés, comme Les petits chevaux de Tarquinia, mais qui lui valent ce que l'on appelle à l'époque un succès d'estime, c'est-à-dire qu'elle ne franchit pas la barre d'un public élargi. En revanche, avec un autre roman qui s'intitule Moderato Cantabile, qu'elle publie en 1958, elle rencontre là une sorte d'assentiment auprès d'un public plus populaire. Et c'est un peu aussi toute l'histoire
de Duras, toute l'histoire littéraire de Duras, si on en envisage la réception. C'est-à-dire qu'elle elle bascule constamment entre une sorte de parcours d'écriture de la recherche qui fait d'elle une écrivaine proche de certaines avant-gardes de son temps, je vais en dire quelques mots, et en même temps des textes plus grand public qui lui permettent d'acquérir peu à peu un nom auprès d'un lectorat étendu. Alors, côté non pas avant-garde, mais littérature de recherche, il y a un certain nombre de romans qu'elle écrit et qui peuvent se lire en parallèle d'un mouvement qui s'appelle le nouveau roman et qui se développe à partir des années 1950, 1952, 1953 auprès de certains écrivains et avec certains écrivains comme Alain Robbe-Grillet, l'auteur des Gommes, comme Michel Butor ou encore comme Nathalie Sarraute. On n'est pas dans une avant-garde au sens premier du terme avec le nouveau roman parce qu'il n'y a pas de finalité politique assignée au travail d'attaque des formes classiques du roman. Vous savez que ce qui définit une avant-garde, c'est quand il y a conjonction d'une volonté de renouvellement radical des modes d'expression d'un genre, d'un art, et en même temps une sorte de finalité politique assignée à ce travail de mutation. Comment, c'est tout le rêve ou tout le fantasme, si l'on veut, des avant-gardes, depuis qu'elles existent, c'est-à-dire en gros depuis le XIXe siècle, que de vouloir conjoindre une révolution par l'écriture, un grand bouleversement de ce qui s'écrit, des recherches innovantes, et en même temps une révolution des mentalités, une révolution donc aussi d'ordre historique. Ça, c'est vraiment la dynamique des avant-gardes, ou des autoproclamés avant-gardes. Bon. Eh bien, il n'y a pas dans le nouveau roman cette logique-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de finalité politique, véritablement, chez Butor, chez Robbe-Grillet ou chez Sarraute. Il y a une volonté de représenter l'humain et l'existence humaine en prenant acte des grands acquis des sciences et des techniques modernes telles qu'elles ont bouleversé notre rapport à l'humain. Par exemple, la psychanalyse, elle nous incite, elle nous invite au début du XXe siècle à penser et représenter autrement l'humain. Bon. D'où, bien sûr, des mutations dans les formes de la représentation, de l'écriture et dans le rapport à la langue. Alors, avec le nouveau roman, il n'y a pas cette finalité politique qu'il peut y avoir chez Duras. C'est-à-dire que la singularité de Duras par rapport à ce courant littéraire qui a marqué en France, et bien sûr dans ce qu'on lisait à l'international de la France, puisque le nouveau roman a eu un très très grand succès à l'international. Il n'y a pas chez Duras cette sorte d'isolement dans un travail qui ne serait que de bouleversement formel, que de bouleversement des narrations, du rapport à la fiction, des mots qui sont employés, de la langue qui raconte. Il y a
toujours chez Duras, la volonté une volonté ou une nécessité de bouleverser les pratiques littéraires et donc la manière dont on écrit pour aller plus loin dans la connaissance de l'humain, y compris dans un but de bouleverser et de mettre à bas, en quelque sorte, un certain nombre de savoirs obsolètes, dépassés. Et ce que l'on peut dire de ce point de vue, c'est comment elle nous invite et elle nous incite en permanence dans ses romans à une réflexion qui est une réflexion sur les limites entre la raison et la folie. Ce que l'on appelle tel. En cela, d'ailleurs, elle travaille en parallèle de ce que peuvent faire certains psychanalystes très connus, comme Lacan, avec lequel elle a eu un certain nombre d'échanges. On prête à Lacan cette parole, mais on ne prête qu'aux riches, c'est connu, riches de savoir, bien sûr. Sur Duras, Marguerite Duras écrit, sans le savoir, ce que je propose dans mes théories. Une formule de ce type. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, par les histoires qu'elle raconte dans un livre comme Le ravissement de l'Olvestein, qui est un roman qui date du milieu des années 1960, roman majeur de l'histoire littéraire du XXe siècle. Pourquoi? Parce que c'est un roman qui met en scène une héroïne, le terme exact qui la qualifie est celui de borderline. Borderline, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas, ou n'a plus, ou a perdu provisoirement, ou définitivement, une partie de sa raison, sans pour autant être à l'image que l'on se fait de la folle et de la folie traditionnelle. C'est quelqu'un qui est dans l'entre-deux entre la raison et la démence. Et toute la gageure de Duras dans ce roman magnifique, Le ravissement de l'Olvestein, c'est de traduire en termes de récit et en termes de rapport à la langue ce déséquilibre, si vous voulez, entre raison et folie. Comment écrire du point de vue de l'Olvestein, c'est-à-dire du point de vue de quelqu'un qui passe pour être démente alors qu'elle est guidée, conduite par une certaine logique qui lui est propre, qui lui est singulière. Donc, écriture borderline elle-même, et c'est une des grandes, je dirais, inventions de Duras, artiste des mots, artiste de la langue française, comment elle parvient à faire chanceler l'ordre des mots dans la phrase. Comment elle invente des cadences, des rythmes qui déséquilibrent les énoncés conventionnels de la langue usuelle, et comment, ainsi, elle invente une langue romanesque qui va parler de la folie ou de la semi-folie depuis l'intérieur de cet état-là. Non plus comme on a pu le faire auparavant. On n'a pas attendu, bien sûr, Duras en littérature pour parler de la folie. Et certains écrivains déjà
ont essayé d'aborder ce phénomène de l'intérieur. On pense, par exemple, au Horla, parmi les textes de la littérature classique. Mais Duras va beaucoup plus loin. C'est véritablement une écriture qui, et ce sera sa marque, est à la fois profondément stylisée, profondément œuvrée, qui marque une sorte de quintessence de l'usage romanesque de la langue, de notre langue, c'est-à-dire qui radicalise la manière dont notre langue peut exprimer et représenter un certain nombre de situations limites, entre autres les différents seuils qui séparent l'être dit normal de l'être identifié comme cliniquement fou, puisque c'est de ça que le roman parle, une écriture qui se fait en quelque sorte le mime de ce travail-là. Et c'est important pour quelle raison? Parce que c'est une écriture qui touche aussi au sensible. C'est une écriture qui ne s'adresse pas qu'à notre capacité de représentation, mais qui nous saisit finalement dans nos propres affects, dans notre propre sensibilité. Et c'est aussi cela qui a pu expliquer et peut expliquer encore le fait que Duras soit une de ces écrivaines qui déclenche des passions. Ça n'est pas un écrivain dont on dit communément, après la lecture, « oui, c'est pas mal ». C'est une écrivaine dont on dit oh, « c'est fabuleux, elle change ma vie ». Ou c'est au contraire une écrivaine dont on dit « mais quelle horreur, ce livre m'horripile, je n'ai pas pu le terminer ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement séduisant et d'extrêmement dérangeant dans l'art littéraire de Duras qui fait qu'elle n'a jamais suscité le consensus, ou alors qu'elle a suscité aussi la détestation très forte. Je ne reviendrai pas sur la manière dont elle a pu être attaquée à répétition par les médias dans les années 80, 90, où il n'était pas rare qu'on la traitât de personnes un peu insanes et où elle était la cible des caricaturistes et d'un certain nombre d'autres chansonniers ou héritiers des chansonniers. Il y a aussi cet effet repoussoir d'une figure qui tranche non seulement par son rapport à la littérature, mais aussi par son écriture. Alors, ce sur quoi on peut peut-être insister également, vous me dites combien de temps il me reste, parce que j'ai encore plein de choses à dire, bien sûr. On est loin d'avoir terminé. Un petit quart d'heure, c'est Byzance. Alors, oui, on peut dépasser. Oui, oui. Alors moi, il y a aucun problème. Alors, ce que je voulais dire aussi pour peut-être conclure sur ce point en revenant à des considérations qui relèvent de l'histoire littéraire. Ce que nous montre à distance, puisque maintenant le XXe siècle, ça n'est plus le nôtre, on peut l'aborder, l'appréhender à distance. C'est qu'il y a eu, dans les années 50, 60, et même encore 70, si l'on prend en compte une littérature ambitieuse, une littérature créative, il y a eu une double modernité après-guerre et jusque dans les années 80. Il y a eu une modernité qui était saluée par ce qu'elle
représentait une sorte de culte des idées et de l'engagement, mais d'un engagement qui, à bien des égards, soumettait le travail littéraire, c'est-à-dire la création par les mots, par la langue, au service des idées. En quelque sorte, il y avait une primauté des idées sur l'écriture, sur la dimension artistique de l'écriture. Cette modernité-là, elle était représentée par des écrivains maîtres, des écrivains souverains et souveraines, comme Sartre, comme Beauvoir, comme Camus, jusque dans les années 60. Et puis, en parallèle, il y avait, dès les années 50, une modernité un peu plus secrète, une modernité un peu plus formaliste, une modernité qui ne mettait pas entre parenthèses son rapport à l'histoire ou son rapport à l'intime, mais qui le pensait nécessairement en termes de création, en termes de création langagière, en termes de dispositifs narratifs. Ce que j'appelle des dispositifs narratifs, c'est entretenir par la littérature cette capacité spécifiquement humaine de mettre sa vie en récit. Mettre sa vie en récit, la capacité de mettre sa vie en récit, qu'il soit oraux ou qu'il soit écrit, c'est une des grandes caractéristiques humaines. Il n'est pas d'humanité sans récits qui entretiennent la conscience au gré des siècles et transmettent la mémoire de ce qu'est cette humanité, de ce qu'est cette histoire-là. Simplement, les récits, en tant que support narratif, ils s'usent avec le temps, ils se sclérosent, ils deviennent des espèces de schémas qui ne rendent plus compte des nuances ou de la subtilité de la vie vécue, qu'elle soit la vie vécue intime ou la vie vécue collective. Et donc, à chaque époque, à chaque période de notre temps, il est des créateurs dans tous les domaines dont la fonction et en même temps la détermination est de renouveler les outils qui sont ceux de la création et qui sont aussi ceux de la transmission. En littérature, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire ne pas s'en tenir à la simple répétition des formes acquises, ça c'est la littérature conventionnelle, elle peut être agréable, elle n'est pas nécessairement indigne, et chacun lit ce qu'il veut de toute manière, mais, si vous voulez, ça n'est pas elle qui nous permet de composer et de transmettre un patrimoine au travers des âges et au travers des siècles. Et puis, à côté de cela, il y a des écrivains, des écrivaines comme Duras, qui se posent toujours cette question-là, quelle est ma forme? Comment vais-je pouvoir désarticuler les formes narratives et artistiques dont j'hérite pour pouvoir à mon tour les transmettre? Duras, elle appartient à cette tradition d'écrivains qui transmettent parce qu'ils trahissent. Qui trahissent l'héritage, qui le détournent, qui le cassent, qui lui font mal et donc qui heurtent un certain public de leur temps, par l'usage qu'ils font des récits, parce que justement ces récits sont novateurs, mais en même temps, c'est par cette trahison des formes que ces écrivains et ces écrivaines parviennent à transmettre un certain nombre d'expériences de leur temps
leur temps, c'est aussi notre passé. Alors, c'est aussi peut-être la raison pour laquelle Duras est quelqu'un qui travaille en tant qu'écrivaine toujours sur les états seconds, toujours sur la question du et des vertiges. Je parlais tout à l'heure de ces 4 ouvrages qui se font écho depuis le barrage contre le Pacifique jusqu'à l'amont de la Chine du Nord, mais il est d'autres textes qu'elle va écrire en renouvelant jusqu'à la fin de son existence son propre rapport à l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a une Duras après l'amant. Ça aurait pu être sa consécration, c'est pour elle, au contraire, une sorte de reverdit ou de nouvelle jeunesse. C'est-à-dire qu'elle va publier un certain nombre de textes brefs, L'homme assis dans le couloir, par exemple, aux éditions de Minuit, ou encore peut-être un texte qui est vraiment aussi un livre magnifique qui s'intitule « La maladie de la mort », qu'elle publie au début des années 1980 aux mêmes éditions de Minuit. Là encore, une sorte de récit qui va mettre en scène une expérience intime dont on ne dit rien clairement, c'est-à-dire que c'est une expérience sans objet clairement identifié, mais dont on suggère tout. Un motif qui est celui des amours impossibles, un motif qui est celui des amours impossibles pour une double raison: femme vieillissante, homme jeune, femme aimant les hommes jeunes, homme aimant les hommes. Ces questions-là, elle va, dans La maladie de la mort, sans jamais employer des termes qui nomment la situation, mais procéder par allusion et essayer d'interroger donc ce que l'on pourrait appeler une nouvelle figure, une nouvelle situation, je n'irai pas jusqu'à dire une nouvelle anthropologie du couple, à la fin d'un siècle, le XXe, où finalement cette question commence à se poser. Et on est, là encore, en quelque sorte, Duras se renouvelle en étant fidèle à ce qui est, depuis toujours, son projet d'écrivaine, une littérature des limites. Ce n'est pas le centre comme lieu d'installation, comme lieu de conformité qui l'intéresse, c'est le centre en cela qu'en lui viennent converger un certain nombre d'expériences contraires ou d'horizons différents. Et elle écrit, elle tente toujours d'inventer un rapport à la langue qui pousse la langue, qui fait violence à la langue, qui tourmente la langue, et en même temps qui, par ce tourment, la poétise, parce que la confronte à sa propre capacité de renouvellement. Mais ce travail, elle le fait à chaque période de sa vie pour aborder des questions humaines
Et donc, j'assume cette expression, finalement, des questions anthropologiques qui sont celles auxquelles des sociétés, en avançant, sont confrontées. Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de vous expliquer ici que Duras se met un jour à sa table d'écriture en se disant « Tiens, je vais renverser les idées reçues de mes contemporains en interrogeant leur rapport au couple. » Ça n'est pas cela du tout. Mais c'est partir de ce qui est sa propre expérience de femme, sa propre expérience de femme vivante en marge des statuts officiels qui sont ceux des femmes de ces différentes époques. C'est en partant de cette posture-là, en partant aussi de sa revendication que, malgré tout cela, elle est une femme. Vous savez que parmi les textes inédits qu'elle a laissés, il y a des recettes de cuisine qu'elle assumait en tant que femme cuisinière, et qui ont été publiées. Je ne les ai pas essayées, je préfère finalement dans un temps ce qu'elle écrit. Le reste risquerait peut-être de me décevoir. Les goûts sont peut-être plus agressifs lorsqu'il s'agit du palais que lorsqu'il s'agit des yeux. Mais quoi qu'il en soit, il y a, si vous voulez, cette manière que Duras a de capitaliser tout ce qui est sa propre vie, sa vie de petite fille et de jeune fille en Indochine, sa vie de jeune femme pendant la Résistance, sa vie d'écrivaine semi-reconnue, alternant les succès et les fours dans son premier âge adulte, sa vie de femme élevant seule un enfant dans le milieu des années 50, 60, avec la nécessité pour elle, eh bien, lorsqu'elle ne vendait pas suffisamment de livres pour vivre, de vendre sa plume. Il y a une figure qui est très importante dans l'œuvre de Duras, c'est la figure de la prostitution, qui traverse son œuvre. Eh bien, à bien des égards, la figure de la prostituée, c'est aussi une des figures de l'écrivain. C'est l'écrivain qui est obligé de se vendre s'il veut pouvoir vivre. On n'écrit pas un chef-d'œuvre en mangeant une pomme une fois par semaine. Et donc, il faut vendre sa plume. Et Duras n'a cessé, dans les années 50, 60, milieu des années 60 encore, de vendre cette plume. Elle a fait des tas de petits métiers qui ne sont pas des métiers d'écrivain, mais d'écriture. Elle a même été dans un magazine féminin du milieu des années 50 qui se vendait beaucoup à l'époque, conseillère matrimoniale. Bon, voilà, Duras. Alors, c'est depuis cette expérience-là, et en même temps ce qu'elle dit dans certaines de ses interviews, c'est que finalement, elle écrivait tout cela à la même table d'écriture. Les conseils matrimoniaux qui lui rapportaient de quoi aller s'acheter un petit peu de soupe, et le ravissement de l'Olvestein, livre qu'elle a écrit après avoir fait une enquête personnelle dans un service de psychiatrie. Justement parce que, je le disais tout à l'heure, ce qui lui importait, c'était de mettre en scène tout ce qui est borderline, tout ce qui est l'entre-deux, et de pouvoir, en tant qu'écrivaine, inventer
de manière novatrice, une parole et un discours qui fut en accord avec ces états seconds, ces états limites de l'être, hein, et par là même donc contribuer à agrandir et renouveler notre savoir par la littérature, notre savoir sur nous-mêmes par la littérature. Donc, tout cela se fait en même temps qu'il y a une sorte, une femme, une romancière qui nage, qui patauge dans les soucis de la vie matérielle. C'est aussi le monde matériel, le titre d'un livre qu'elle écrit, qu'elle publie vers la fin de sa vie. Alors, pour conclure peut-être sur l'héritage de Duras, c'est sans doute le propre des écrivains et des écrivaines véritablement majeurs que de ne pas avoir d'héritier déclaré. Mais on sait qu'un certain nombre d'auteurs se sont réclamés ou ont revendiqué une parenté, ou du moins une filiation, avec Duras. Dans la nouvelle génération, vous avez une écrivaine, et une écrivaine d'intérêt, de qualité, comme Marie Darrieussecq, qui s'inscrit, me semble-t-il, avec bien sûr des histoires et une écriture tout autre, dans la filiation de Duras. L'un de ses derniers romans a pour titre « Il faut beaucoup aimer les hommes », et c'est une phrase de Duras. Alors je ne sais pas si cette phrase est un programme, une réjouissance ou une désolation, mais en tout cas, il y a là un clin d'œil d'une écrivaine de la nouvelle génération à Duras. Il y a une autre écrivaine, et par vous-même vous allez mesurer la distance qui la sépare de Marie Darrieussecq, c'est Christine Angot, qui, dans certains entretiens, s'est elle-même, non pas réclamée, mais a dit à quel point le cri stylisé de Duras l'avait marquée en tant que lectrice. Ce que j'appelle le cri stylisé de Duras, c'est cette manière qu'avait Marguerite Duras de partir comment elle phagocytait la langue courante, le français commun, comment elle se l'appropriait, comment elle le vampirisait pour le projeter dans l'expression véritablement d'états limites, ces états borderline dont on a parlé. Eh bien, c'est cet héritage-là, c'est cette Duras-là qu'une écrivaine comme Angot revendique à sa manière. Une écriture du cri, une écriture qui, en quelque sorte, surgit du fond de la blessure ou du fond d'un certain nombre, ou depuis un certain nombre de cicatrices. Et comment exprimer une blessure, sinon, en quelque sorte, en blessant la langue elle-même, en écrivant depuis une langue qui est celle de la douleur, qui est celle de la souffrance, ou qui est celle de la cicatrice. Donc, il me semble que si un écrivain, en l'occurrence une écrivaine, son œuvre se juge aussi, non pas simplement à ce qu'elle est, en termes d'ouvrage, de somme d'ouvrage, mais s'évalue aussi en termes de devenir, sa capacité à franchir le temps, sa capacité
à ne pas sombrer dans l'oubli collectif. Duras a déjà une première génération d'auteurs qui, en assurant et en assumant son héritage au profit d'un tout autre projet littéraire, eh bien, Duras a déjà une forme, non pas d'éternité, mais une forme de durée dans le temps. À propos d'éternité, et si l'on zappe d'une Marguerite à l'autre, vous savez quel est le dernier titre du livre écrit, alors même qu'elle meurt, par l'autre grande Marguerite du XXe siècle, Marguerite Yourcenar. Quoi, point d'interrogation, l'éternité. Bon. Alors, cette question-là, vous voyez, bien sûr, elle se pose et elle ne se pose pas. Pourquoi? Parce que l'éternité d'un écrivain, c'est nous. C'est nous à chaque génération. Ce sont les lectrices, ce sont les lecteurs. Pour l'instant, Duras en a. Une dernière chose que je dirais aussi, et là, c'est le pion qui parle, le professeur, c'est que s'il faut des éléments plus concrets, plus tangibles, plus institutionnels pour juger de la durée d'un auteur, il y en a, c'est la manière dont un auteur, après sa mort et parfois avant, va entrer dans les programmes scolaires. Comment nos chères têtes blondes vont être tenues d'apprendre, de comprendre éventuellement et de transmettre leur amour invétéré des grands auteurs, du grand écrivain en un seul mot. Eh bien, Duras, elle a été inscrite au prestigieux programme des agrégations de lettres il y a déjà 10 ans, au travers de l'étude du ravissement de l'Olvestein, du vice-consul, autre texte magnifique dont on aurait pu parler, qui se déroule, celui-ci, dans les Indes coloniales des années 1930, et qui nous raconte lui aussi la fin d'un monde, qui nous raconte la fin d'un système colonial, et avec cette espèce de dilection poétique et morbide qu'avait parfois Duras à rendre esthétique des processus de décomposition, comment la folie, comment la mort, comment l'effondrement d'une civilisation peuvent être des enjeux de création, peut-être parce qu'ils annoncent autre chose, peut-être parce que tout au long de sa vie, ou presque, Duras a cru à l'idéal de la table rase, cette attirance pour la décomposition ou pour ce qui s'effondre, dont j'ai eu l'occasion de vous parler, c'est peut-être aussi pour une femme de cette génération qui a cru au lendemain qui chante, cette idée qu'il faut en passer par la violence, par la destruction et par la mort symbolique ou réelle pour accoucher d'une société nouvelle. C'est peut-être ça aussi, si vous voulez, l'interprétation qu'on peut donner de cette fascination pour les questions de déséquilibre, les questions de destruction, les questions de folie salutaire, les questions aussi de tabula rasa, de table rase. Ce ne sont pas que des exercices de description si nécessaires et de sensibilisation, si nécessaires et si utiles soient-ils, des états psychiques de ce qu'est aussi l'être humain au fond de lui-même, de cette pulsion de mort qui nous taraude et que l'écrivain restitue au travers des histoires,
qu'elle raconte, ce que met en scène aussi Duras, c'est comment les civilisations elles-mêmes sont mues par un principe de destruction, d'auto-démolition, d'usure, et que parfois, mettre à bas l'ordre existant, ce peut être non seulement une solution, mais en plus une nécessité. C'est aussi ça, si vous voulez, sur un plan, je dirais, de la philosophie politique, et non plus de la parole intime, qui traverse l'œuvre de Duras, comme ça a pu traverser l'histoire du XXe siècle, par le biais des idéaux révolutionnaires et par le biais aussi des destructions massives qu'au nom de ces idéaux, l'homme a pu commettre. Alors, c'est pour ça, me semble-t-il, voyez, que Duras est aussi un écrivain majeur du XXe siècle, parce que son œuvre, elle est comme une sorte de miniature littéraire et symbolique de tout un siècle dans les tentations qui ont pu être celles de ce siècle, des tentations qu'on ne peut pas juger d'un bloc, nous, depuis le XXIe siècle. Des tentations qui sont celles, en quelque sorte, d'une grande mutation culturelle, d'un grand bond que l'homme serait capable de faire par lui-même dans l'histoire, avec aussi cette idée que parfois, ce grand bond en avant, eh bien, c'est une immobilisation sur place avec un effondrement, avec un ratage, avec une sorte d'exploration des ténèbres et d'exploration des décombres. Il me semble que cette expression-là, l'exploration des ténèbres et des décombres, c'est une expression qui pourrait renvoyer à bien des œuvres majeures du XXe siècle dans la littérature française, à commencer peut-être par le Céline du voyage au bout de la nuit, dans l'entre-deux-guerres, à continuer, on l'a dit, par des écrivains et écrivaines comme Duras, entre les années 50 et les années 80, et puis aussi en allant chercher du côté d'écrivains qui s'imposent à partir des années 1980 et qui sont encore productifs, je pense à des œuvres majeures, pas nécessairement connues, du moins du grand public, comme celle de Pascal Quignard, dans un cycle d'essais et de récits qui s'intitule « Dernier royaume ». Voilà, non pas ce que l'on pouvait dire, ce serait... il y a plein de choses à dire encore sur l'œuvre de Duras, mais ce qu'il est, me semble-t-il, important de dire sur cette écrivaine, et maintenant, bien sûr, je suis prêt à essayer de répondre à toutes les questions possibles et imaginables que vous souhaiteriez me poser jusqu'à temps que l'aube pointe. C'était une hyperbole. Merci beaucoup, Bruno Blanquemann. Peut-être qu'au sortir de ces ténèbres et ces décombres, quelques-uns oseront poser des questions, enfin je l'espère. Je vais passer. Pardon. J'espère qu'on entend. Oui. Cela dit, vous avez bien entendu assez souvent fait allusion à la volonté politique dans son œuvre. Et moi, il y a des questions que je me pose depuis longtemps à son propos. Et notamment, j'ai bien aimé quand elle a parlé du surracisme. Elle qui a donc vécu ce racisme anti-jeune, mais ça pourrait être du racisme avec des gens qui n'ont pas une différence de couleur. Personnellement, j'évoque par exemple l'Algérie, où les gens n'ont pas éminemment une différence de couleur. Et
personnellement, quand j'ai adhéré au Parti communiste, on m'a très vite dit, par rapport à Mitterrand, des camarades communistes m'ont dit « il a eu la francisque ». C'était dans les années 70, donc ça faisait longtemps qu'on savait qu'il avait eu ce passé extrême droite. Et bien entendu que, comme vous l'avez évoqué, à un moment donné, il était à la fois dedans, dans la résistance, et dehors. Il y a eu toute une polémique là-dessus, certainement on ne va pas la trancher là. Mais bon, on sait quand même, pendant la guerre d'Algérie, même si elle s'est éloignée du Parti communiste, elle continue de s'informer, Marguerite Duras. Et on sait très bien qu'il a eu une attitude, je vais essayer de trouver un autre mot que celui que j'avais dans la bouche, absolument innommable. Voilà. Et moi, je m'étonne qu'après, petit à petit, elle soit allée vers Mitterrand et donc le Parti socialiste. Alors, vous avez déjà évoqué la dialectique, vous avez évoqué le fait qu'elle soit pour une transformation profonde, une révolution en fait. Et vous le suggériez que c'est jusqu'à la fin de sa vie. Et moi je ne comprends pas, alors que cette tendance social-démocrate devient de plus en plus social-libérale, bref, libérale, et j'avoue que je n'arrive pas à comprendre Marguerite Duras. Je perçois vaguement les contradictions, mais si vous pouviez développer. Merci. Oui. Sur ce que vous dites, je pense qu'elle était elle-même suffisamment consciente pour savoir ce qu'il en était du parcours, on va dire, à écart de François Mitterrand. Je pense qu'on ne peut pas saisir ce qu'était la personnalité complexe de Marguerite Duras elle-même si on raisonne en termes rationnels. C'est-à-dire que cette fascination pour François Mitterrand, cette amitié pour François Mitterrand, outre l'anecdote personnelle, je me demande jusqu'à quel point il n'y a pas chez elle aussi ce qui était une fascination pour le trouble, une fascination pour ce qui n'est pas propre sur soi, une fascination pour l'homme et la femme dérangés, au rang desquels elle se situait elle-même. On raconte, mais on ne prête qu'aux riches, c'est bien connu, que vers la fin de sa vie, elle avait un petit appartement à Trouville avec un balcon, et que, elle était devenue très connue, il lui arrivait parfois de sortir sur ce balcon, donc aux yeux de tout le monde, avec une casserole ou un chaudron sur la tête, simplement parce que Duras l'insupportait. Duras insupportait Duras. Donc je crois qu'il faut véritablement... Lorsque j'essayais d'expliquer tout à l'heure qu'elle entretenait des rapports à la folie ou aux états borderline tout à fait répétés en tant qu'écrivaine, c'est parce que elle-même se situe dans ces états-là. Et il y a, me semble-t-il, dans son attirance pour les gens troubles, quelque chose qui fait qu'elle peut continuer à aimer François Mitterrand tout au long de sa vie. En même temps que j'essayais de vous répondre, j'essayais de trouver un autre exemple. Il y a un autre exemple qui revient dans son œuvre, alors bien sûr moins illustre que celui du président Mitterrand, mais c'est l'exemple de Betty Fernandez. Betty Fernandez, dont elle parle entre autres dans L'Amant. Alors Betty Fernandez, qui était la mère de Dominique Fernandez, l'écrivain encore vivant, membre de l'Académie française, elle était l'épouse de Ramon Fernandez, lequel, Ramon Fernandez, était un collabo. Et dans le Paris de l'occupation, Duras raconte dans L'Amant comment elle le croisait régulièrement dans des soirées. Et comment elle le trouvait éminemment sympathique et comment elle le trouvait tout à fait disert et intelligent, et alors même qu'il était une figure de l'ennemi. Inversement, mais de manière complémentaire,
L'un de ses plus beaux textes, qui s'intitule La douleur, et qui est publié 30 ans, 35 ans après avoir été écrit, c'est ce texte dans lequel elle raconte le retour de déportation de son époux, de Robert Antelme. C'est d'ailleurs un émissaire du général de Gaulle qui est allé le chercher à Dachau, et cet émissaire s'appelait François Mitterrand. Non pas Morland, mais Mitterrand. Et Antelme devait peser à peu près 37-38 kilos. Il était entre la vie et la mort. Il y a un très beau film, il y a 2 ans, qui a adapté, avec Mélanie Thierry dans le rôle de Duras, cette histoire. On est dans l'entre-deux. On est dans ce moment de très grand trouble où je pense que pour Duras, une fois passée la guerre, la question de l'ami et de l'ennemi ne s'est plus posée, parce qu'elle est obsédée par d'autres situations. Entre autres, je reviens à la douleur, dans ce récit, il y a quelques pages qui sont consacrées à la scène de torture d'un jeune collabo par une femme, dont on peut penser qu'il s'agit de Duras elle-même, en tant que résistante, ou dont on peut penser que c'est une autre femme, mais à laquelle elle s'identifie en tant que tortionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire être la tortionnaire de quelqu'un dans son bon droit, c'est-à-dire en temps de guerre? Évidemment, la torture en temps de guerre est une pratique, sinon légale, par principe, du moins légitime. Mais qu'est-ce que ça veut dire vivre après, avec cette conscience d'être une tortionnaire? Alors, bon, est-ce qu'elle-même est passée à l'acte, ou est-ce que c'est une sorte de projection et à la lettre de compassion pour tous ceux et toutes celles qui doivent vivre avec cette situation-là? Je ne sais pas. Mais il me semble que ça permet de comprendre comment certaines personnes qui ont vécu ces situations peuvent, après coup, relativiser un certain nombre de choix, au nom d'une amitié, d'un amour, sans compter finalement que Duras, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu peur d'être scandaleuse, et que, y compris dans son propre camp, finalement, c'était également très scandaleux auprès de son ancien parti, dans les années 50-60, que de mettre en scène la sexualité d'une femme, d'une jeune femme libre. C'est évidemment un tout autre rapport, je ne mets pas sur le même plan qu'une scène de torture. Mais insister dans ses livres sur l'écriture de la femme, sur... Alors certains critiques, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, ont montré que la musicalité, ont essayé de montrer comment la musicalité de certains passages des textes de Duras, entre autres dans Le Ravissement de l'Olvestein, ou dans un texte moins connu qui s'intitule L'amour, comment le jeu avec certaines sonorités aiguës de la langue était une manière de traduire par les mots, par le récit, l'orgasme féminin. C'est-à-dire comment c'était quelqu'un qui était préoccupé d'écrire depuis des empreintes qui sont celles de son propre corps. Comment la langue peut-elle adhérer au plus près des états d'un corps et aboutir à la reconnaissance des états de ce corps, que ce corps soit pensé en termes de pleurs, en termes de persécution, de coups,
de violence, mais aussi d'amour, mais aussi d'orgasme. Il y a toute une lecture aussi que l'on peut faire du rapport à la langue par Duras pour essayer non pas de décrire, mais d'exprimer, comme le ferait un musicien sur sa partition, sauf que là ce sont des mots qui sont à la place des notes, hein, un certain nombre d'états indicibles ou dont on ne devrait pas parler, qui choquent. Donc, à mon avis, c'est une des réponses, pour conclure cette réponse interminable, avec des digressions, mais parce que j'essaye de penser à votre question, qui est une vraie question. Voilà, je pense que Duras, c'est quelqu'un, pour reprendre cette fois-ci un titre de Nietzsche, qui essaye de penser au-delà du bien et du mal un certain nombre d'expériences clés qui sont des expériences organiques ou situationnelles, mais que tout un chacun peut vivre à sa manière une fois ou deux dans sa vie. Donc la question de ces... Enfin, tout comme elle a pu peindre des amours scandaleuses, l'amant, moi je me souviens, j'étais au début de ma carrière d'enseignant, j'étais dans un lycée dans le Pas-de-Calais, j'enseignais, et lorsque j'ai lu certains passages et étudié avec une classe de première, hein, c'était en 1986, un extrait de l'amant, tellement je trouvais que ce livre était extraordinaire. Il y a eu, lors de la réunion des parents d'élèves suivants, un écho à cette littérature quand même un petit peu, bon, qui n'était peut-être pas nécessairement faite pour des adolescents dont on ne voulait pas qu'ils se fourvoyassent. Ça revenait à ça. Donc, je pense qu'il faut faire avec ce principe de dérangement chez Duras. Elle est là à la fois pour nous séduire, parce que j'ai essayé d'expliquer l'envoûtement de la langue, les situations dont elle parle, la mélopée, ces moments improbables où on ne sait plus ce dont elle parle, on ne sait plus si elle invente ou si elle raconte des choses véritables, mais elle n'est pas faite que pour nous séduire, ou alors elle est faite pour nous séduire comme une montre religieuse. Hein. Elle est faite aussi pour nous attaquer, pour nous déranger, pour ne pas créer le consensus. Et je pense qu'elle-même ne voulait pas, ne tenait pas à ce que le bilan de sa propre vie soit net. Il y a un certain nombre d'expériences dont peut-être elle n'était pas heureuse ni fière, mais qui faisaient partie de son identité, qui faisaient partie d'elle-même. Hein. Et c'est surtout de cela, à la limite, qu'elle a voulu parler. Alors, je ne suis pas là, en plus, pour me faire l'avocat de la diablesse. Hein. J'essaye de comprendre. Alors, est-ce qu'il est raisonnable de prendre les 3 questions? On va tenter de les prendre toutes les 3. Je vous promets d'être rapide. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Oui, je vous ai bien saisi. Hein. Merci beaucoup pour votre conférence. Vous parliez de l'expérience des limites chez Duras. Est-ce que, rapidement, vous pourriez resituer la place de l'alcool à la fois dans sa vie et dans son œuvre? Oui, alors la place de l'alcool, alors c'est une place d'ailleurs, c'est vraiment une place physique. Hein, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs cures de désintoxication et justement qui a en quelque sorte dépassé ces états parce que la littérature représentait pour elle, le fait d'écrire représentait pour elle presque aussi une thérapie. Hein. C'est-à-dire qu'elle voulait écrire, elle avait un certain nombre de projets et elle mobilisait les forces pour cela. L'amant a été écrit après
une de ces cures où elle était totalement dévastée. Bon, elle en a parlé beaucoup, elle s'est non pas expliquée, encore moins justifiée, mais comme c'est une écrivaine qui essayait de se penser et de se raconter depuis son corps, comme j'ai eu l'occasion de le dire, forcément, le corps empli par l'alcool et détruit par l'alcool faisait partie d'une de ses expériences biographiques, on va dire, qu'elle ne magnifiait pas. Ça n'est pas le vin des assassins de Baudelaire, ça n'est pas cette espèce d'alcool qui était celui des poètes qui en faisaient des sujets de poèmes magnifiques, de Baudelaire à Apollinaire. Non, c'est l'expérience de l'alcool comme étant dévastatrice, comme étant en quelque sorte un suicide différé. Les termes dont elle en parle. Après, voilà, je me demande aussi jusqu'à quel point il n'y a pas une sorte d'inscription justement dans une tradition, dans une légende qui est que les paradis artificiels, l'alcool, le vin des créateurs, finalement, ça n'est pas, peut-être, c'est une hypothèse, ce n'est pas qu'avec des alcools solides qu'elle se saoule, c'est peut-être aussi avec certaines imageries de l'alcool en littérature, au cinéma, et peut-être surtout au cinéma d'ailleurs. J'ai pas eu le temps de dire à quel point elle a pu être marquée aussi par les films qui étaient ceux non seulement des années 30, mais aussi des années 40, des années 50, et par une certaine littérature. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu Hemingway. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu Dos Passos, autant d'écrivains qui n'ont pas la réputation de boire du lait entre le moment où ils se lèvent et celui où ils se couchent. Donc je me demande aussi s'il n'y a pas cette... vous voyez cette figure de l'alcool comme auxiliaire de la création. La création et la destruction dans un même geste. Oui, bonsoir. Oui, pour en revenir aux idées politiques de Mallory Duras, oui. J'ai entendu une interview d'elle à la fin de sa vie. Enfin, c'était un peu superficiel, mais elle disait que la droite n'avait aucun avenir, ni politique, ni civilisationnel, donc c'était peut-être un peu superficiel dans sa façon de juger les choses. Mais, enfin, pour l'instant, elle a encore un avenir, apparemment. Enfin, il y a encore une droite qui est un peu détruite, mais enfin... Oui. Sinon, je voulais vous demander si vous précisez, quand elle a été complètement éjectée du parti, on m'a dit que c'était pour une activité fractionnelle, c'est-à-dire qu'elle réunissait des intellectuels un peu en dehors du parti. Si vous pouvez préciser un peu les choses. Oui, alors, si vous voulez, je n'ai pas accès aux sources, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup, mais ce qui est dit par ces biographes, c'est qu'effectivement, alors, en même temps, qu'est-ce qu'on définit comme activité fractionniste ? C'est une appellation à géométrie variable d'une époque à l'autre. Le problème de Duras, lorsqu'elle était au Parti communiste, son problème, c'est que ça n'était pas Aragon. C'est-à-dire que Aragon pouvait se permettre tous les écarts, non seulement parce qu'il était un écrivain prodigieux, mais aussi parce qu'il n'a jamais remis fondamentalement en cause la ligne du parti auquel il appartenait. Et que donc on a pu tolérer tous les écarts qu'il a pu faire, on a pu même les rattraper lorsqu'ils auraient pu faire scandale dans la presse, parce qu'il restait fidèle à la ligne. Duras, elle fait partie de ces intellectuels qui se pensent comme tels en étant infidèles. C'est le modèle de Socrate. Il faut questionner les opinions. Il faut s'interroger
sur ce qui passe pour être le vrai, le juste, le bien. Si on y insiste un peu trop, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Hein. Et donc, c'est cette idée d'esprit critique qui, me semble-t-il, est quand même aussi une des grandes définitions de l'intellectuel de gauche, hein, celui qui remet en cause les préjugés, quels qu'ils soient. C'est parce qu'elle s'est reconnue dans cette activité-là que finalement elle a été dire, c'était quand même un parti très monolithique, le Parti communiste des années 1950. Hein. Parce qu'il avait justement cette immunité politique qui était la sienne et qui était totalement légitime en raison du rôle qu'il avait pu jouer dans la résistance, hein, et que personne ne remettait en cause, c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'intellectuels, au nom même de cette liberté de penser et d'interroger, ou bien son parti, si j'ose dire, ou bien ont été exclus. Et on a tous connu des personnes qui ont vécu cette... je me souviens, lorsque j'étais en Cagne au lycée Condorcet, d'un professeur d'histoire extraordinaire qui nous racontait comment tous les 5-6 ans, il déchirait sa carte du parti et finalement la reprenait après. C'était un ancien résistant des maquis de Corrèze et il nous racontait comment il avait vu débarquer à la Libération, à la tête du Parti communiste, des gens qui n'avaient aucune légitimité historique, c'est-à-dire qui n'étaient pas des résistants. Ou du moins, voilà. Et comment, pour lui, c'était plus qu'un drame, une tragédie, que de se voir marginalisé en tant qu'intellectuel critique, alors qu'il se pensait, je ne sais pas s'il avait raison, comme étant un vrai communiste, et non pas un communiste d'après ou un communiste d'à côté. Mais ça, c'est un grand débat qui ne sera, et c'est un grand et beau débat, mais qui ne sera jamais, jamais réglé. Hein. Bon, et puis je crois que Duras, quand bien même il n'y aurait pas eu cette histoire-là, ça n'était pas une femme de parti, elle était trop libre. Il y avait quand même un vieux fond libertaire en elle. Ça n'était pas une femme d'ordre au sens où il faut accepter un certain ordre pour militer. Donc, quelqu'un qui s'engage, oui, quelqu'un qui milite, non. Mais finalement, est-ce que ça n'a pas été, hormis l'exception magnifique d'Aragon et Elsa Triolet, est-ce que ça n'a pas été le cas de tous les grands philosophes, penseurs, philosophes, écrivains, Sartre, Camus, Merleau-Ponty et les autres, qui pour certains d'ailleurs n'avaient pas même l'onction d'une expérience de la résistance active. Donc voilà, c'est je pense c'est une question sans réponse, peut-être parce que maintenant elle est elle-même rattrapée et dépassée par l'énigme du temps. C'est ce fameux qu'aurions-nous fait nous-mêmes in situ. Légalement, on peut encore en prendre une si vous êtes toujours d'accord. Oui, il n'y a aucun problème. Alors, une petite dernière, puis... Encore plus bref que la précédente dans ma réponse.
Excusez-moi, vous avez parlé qu'elle était peut-être trop libre pour rester au sein du Parti communiste français, mais est-ce que c'est pas plutôt son état de borderline qui a pris le dessus par rapport à sa liberté, qui a fait qu'elle a été éjectée du Parti communiste? Alors, bon, c'est possible, ça je ne peux pas vous répondre, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette dimension borderline, finalement, si, je vais vous répondre, je prends des risques, je vais peut-être vous répondre une bêtise, mais je vais vous répondre. Oui, oui, mais, voilà, oui, mais. Pourquoi? Parce que quand on regarde ce qu'écrit Marguerite Duras dans les années 1950, c'est-à-dire le barrage contre le Pacifique, c'est encore une écriture relativement rangée dans sa composition. Barrage contre le Pacifique, ce n'est pas un récit en quelque sorte d'avant-garde, comme j'ai pu en parler. C'est un récit avec un début, un milieu, une fin, avec des personnages qui sont bien identifiables, avec une transposition romanesque des identités. Elle ne va pas parler directement d'elle-même, se mettre en scène directement, mais il y a un personnage de jeune fille qui s'appelle Suzanne et qui est à son image. C'est-à-dire qu'on est encore dans le respect de certains cadres littéraires dans Barrage contre le Pacifique. Ce qui m'incite à vous dire que la période borderline sur un plan littéraire, elle est un petit peu plus tard. C'est le milieu des années 60, c'est lorsque j'ai évoqué le ravissement de l'Olwestein. Comment écrire une expérience de la folie en inventant une langue qui soit potentiellement celle de la folie, ou du moins mimant la folie. C'est un peu plus tard. Donc à partir du moment où Duras était encore, dans les années 1950, un auteur relativement rangé, avec des cadres rappelant le roman traditionnel, je pense que si le parti auquel elle appartenait avait été peut-être plus tolérant avec ses intellectuels, elle aurait pu s'en accommoder. Pendant combien de temps, je ne peux pas vous dire. Ça n'aurait sans doute été que reculer pour mieux sauter. Peut-être que ça pourrait être la formule, une belle formule conclusive, sauf s'il y a une dernière question. Sinon, je vous propose de... Ah bah il y en a une dernière. Est-ce que c'est vous qui voulez? On prend la dernière ou j'avais dit que c'était la dernière, mais je n'ai pas de parole. Alors on peut en prendre une dernière si vous voulez. Jusqu'à temps que Duras s'épuise. Oui, du coup, bonsoir et merci beaucoup. Ici. Merci beaucoup pour cette intervention, parce que je dois dire que je suis venu vous voir ce soir en ayant quelques a priori assez dubitatifs sur l'œuvre de Marguerite Duras, et votre intervention m'a donné des pistes très intéressantes. Et j'aimerais revenir notamment sur cette question de l'héritage durassien que vous avez pointé vers la fin, l'héritage dans notre littérature contemporaine. Et vous avez justement insisté sur l'importance que l'éternité d'un auteur vient de ce qu'en font ses lecteurs. Mais il me semble cependant que la perspective qui est tracée quelque part par le projet littéraire durassien constitue aujourd'hui quelque chose comme une issue un peu trop restreinte, au moment où il semble que nous ayons de plus en plus besoin d'une littérature qui soit capable de tracer un horizon et un sujet d'émancipation collective. Et du coup, ma question, ce serait, pensez-vous qu'il est possible de construire quelque chose avec cette attirance pour les décombres que vous avez souligné, avec ce qui est quelque part la transcription d'un rapport aliéné au réel, traduit aussi dans un rapport aliéné au langage, et qui rend aussi compte d'un échec de ce même langage dans le langage durassien, alors même que aujourd'hui la nécessité de trouver un langage d'émancipation, de construction collective dans l'art se fait de plus en plus urgente. Oui, alors là, non seulement je vous félicite, mais je vous remercie de cette question, parce que vous venez, sans le savoir, de présenter le synopsis de mon séminaire, d'un de mes séminaires de master, dans lequel je travaille justement sur qu'est-ce qu'on appelle des écritures engagées aujourd'hui, au XXIe siècle. Voilà. Hein. Et si vous voulez, j'ai intitulé, ça renvoie à une partie de mes recherches aussi en tant que chercheur, mais je ne suis pas là pour faire mon autopromotion, quoique. C'est-à-dire que, si vous voulez, on n'est plus du tout dans le même contexte, dans le même siècle qu'au XXe.
Et on est au XXIe avec des situations de société, avec des violences de société, avec des formes de vie communes et des formes d'association, de rencontres, de partage qui ne sont plus du tout les mêmes. Le problème, si on continue à parler d'engagement, c'est que finalement, on antidate ce qu'on est en train de vivre. On parle d'engagement comme on parlait d'engagement à l'époque de Sartre, à l'époque de Duras, à l'époque de Zola, vous voyez. Et donc, on tient un discours qui est prisonnier de schèmes qui ne sont plus les nôtres, parce qu'on vit dans une autre société, dans un autre temps. Alors, ce que j'appelle l'écrivain impliqué, c'est un terme que je propose justement pour rendre compte de ces écritures qui vont essayer de prendre position de différentes manières, ou bien sur un plan éthique, ou bien sur un plan politique, ou bien les deux, qu'on ne peut plus appeler engagé. Pourquoi ? Parce que quand on parlait d'écrivains engagés, ça veut dire que par réflexe, automatiquement, on reconnaissait aux écrivains une sorte de légitimité à tenir un discours d'exhortation à la révolte, à tenir un discours critique, contestataire. C'était, si vous voulez, une des missions que l'on reconnaissait à l'écrivain, y compris quand on n'était pas d'accord avec les choix idéologiques. Il y avait des engagements de gauche, il y avait des engagements de droite, mais c'était une sorte d'attente collective et politique. C'était une des missions de l'écrivain. Simplement, il faut se demander ce à quoi ça correspondait dans la littérature et surtout les attentes de la société par rapport à la littérature et par rapport aux écrivains. On vit aujourd'hui dans un monde où la littérature n'est plus du tout, n'occupe plus la place prédominante qui était la sienne dans l'échelle des valeurs culturelles. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez récent, qui date des années 1980-1990. Je suis le premier à me battre contre tous les oiseaux de mauvais augure qui tiennent le discours de la mort de la littérature. Il n'y a plus de grands écrivains, et ta sœur. Il faut lire quand même. Il faut lire Quignard, dont je vous parlais. Il faut lire Modiano. Il faut lire Annie Ernaux. Il faut lire. Il y a des écrivains, de grands écrivains, qui sont parmi les plus importants de toute notre histoire littéraire. Simplement, les temps ont changé. La résonance et la réception de ces écrivains, c'est en quelque sorte banalisé par rapport aux autres formes de production culturelle, les films, les productions musicales, tout ce qui est aussi le domaine des nouveaux supports, la société des images, la civilisation des images. On est en train, et c'est ce sur quoi vraiment je travaille dans ce séminaire, comment ce qui était, entre guillemets, une exception française, qui s'était développée à partir de la Renaissance, à partir du XVIe siècle, lorsque un monarque, François Ier, et des poètes, les fameux poètes de la Pléiade, avaient coopéré pour inventer une langue qui n'existait pas et qui est devenue le français moderne. Les accords de Villers-Cotterêts d'un côté, où les textes de loi, les traités avec les autres pays ne vont plus être rédigés en latin, mais dans la langue vulgaire, dans la langue commune, qui est l'émergence du français au XVIe siècle,
Hein. Ça, c'est côté monarque. Et puis, côté écrivain, côté poète, défense et illustration de la langue française, le manifeste coécrit par les poètes de la Pléiade, Ronsard, Du Bellay, avec invention à l'appui de nouveaux mots, de nouvelles tournures, pour donner une richesse, un contenu, une substance à la langue dite vulgaire, le français, par opposition à la langue dite savante, le latin. Hein. Tout commence de là. On va, à la Renaissance, valoriser la fonction des gens d'écriture, poètes, et puis après écrivains, romanciers, en faisant des alliés de l'évolution politique du pays. Ça va continuer au XVIIe, alors avec déjà des premières muselières. Hein, Louis XIV et Richelieu avant, ils aiment bien la liberté des écrivains, mais il ne faut pas qu'ils l'exercent contre le monarque. Hein, c'est toute l'histoire du Tartuffe. Hein, une fois joué, une fois pas joué, parce que censuré. Il ne faut pas aller jusqu'où on peut aller trop loin quand on est écrivain. Hein. Molière profite à Louis XIV, comme Racine, mais l'historiographe du roi, mais en même temps avec les ailes un peu rognées. Hein, parce que la liberté, elle n'est pas la meilleure ennemie, la liberté de création n'est pas la meilleure ennemie de la monarchie absolue. Bon. 18e siècle, c'est quoi les philosophes des Lumières? Les philosophes des Lumières, c'est justement la manière dont les écrivains, parmi les plus importants de l'époque, se rassemblent pour créer, par la diffusion d'idées critiques, les conditions intellectuelle d'une révolution qui va éclater à la fin de ce même siècle, alors même que toutes les conditions humaines, économiques et matérielles de cette révolution sont là. Hein. 19e siècle, on est dans un siècle où s'affirment fortement des romantiques. Pensez que Lamartine a été président de la République. Un poète président de la République, on rirait si on imaginait cela aujourd'hui. Hein. Eh bien, ça a existé en 1848. Bon. Pensez à la figure de Victor Hugo, hein, ce géant des lettres, mais qui était aussi le type qui a passé 20 ans en exil, dans son île, où visiblement il a beaucoup écrit parce qu'il en avait vite fait le tour, exilé parce que la dictature, pour le coup, de Napoléon III l'y avait envoyé. Hein. Donc et puis pensez bien sûr aussi à la figure magistrale de Zola, sur laquelle s'achève ce même 19e siècle, et avec lui s'inventent les engagements des temps modernes. Alors, tout ça pour dire que, voilà, on est passé à une autre étape maintenant avec le XXIe siècle. Tout ce qui a pu être une exception française, qui a duré 4 siècles, c'est déjà beaucoup, où la figure intellectuelle et littéraire de l'écrivain était surdéterminée, survalorisée, où l'écrivain était considéré comme une sorte de monarque symbolique, hein, et raison pour laquelle ou bien on le consacrait ou bien on le pourchassait. Tout ça, c'est en quelque sorte, c'est perdu de vue culturellement à partir des années 1980. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de grands écrivains, de grands foyers de création, mais ceux-ci sont moins visibles, donc moins lisibles. Il y a une sorte d'anonymat de l'écrivain parce que la fonction de l'écrit, de manière très précipitée, en 20-30 ans, s'est relativisée au profit des fonctions de l'image et des images. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas le déplorer,
tous ceux qui se fondent sur ce constat, je ne nommerai personne parmi les essayistes qui écrivent pour faire de bons constats, mais qui noient ces justes constats dans des larmes, un tantinet réactionnaire et dans le discours « c'était mieux avant ». Non, ça n'était pas mieux avant, c'était différent. Hein, il faut partir du constat qu'aujourd'hui, Marie Darrieussecq ou Christine Angot, si on admet qu'elles sont par certains côtés des héritières de Duras, à elles deux réunies, n'auront jamais l'aura intellectuel qui est celui de Duras. Non pas qu'elles ne le méritent pas, mais parce qu'il y a une sorte, on vit dans une société de l'indifférenciation. Et voilà, on sait qu'il y a des écrivains majeurs, on les lit, on les étudie, mais en même temps, la littérature ne prévaut plus sur, finalement, d'autres formes et d'autres supports d'accès à la culture et à la réflexion et à l'action que la culture permet. Merci. Merci à vous. Merci de votre accueil et de votre écoute. Merci.